Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture de jeûne et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mardi 6 juin 2017. C'est l'information du jour, la condamnation par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey du président de la coalition des partis politiques de l'opposition, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, M. Amadou Jibo Ali Dimax, écope donc d'un emprisonnement de 3 mois avec sursis. C'est la sentence rendue ce matin par le juge au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est condamné, mais il sort donc de prison et il est effectivement sorti de prison cet après-midi pour l'accueillir et l'accompagner jusqu'à son domicile. Beaucoup de militants de l'opposition se sont mobilisés au niveau de la prison civile de Niamey, l'accompagner jusqu'à son domicile. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Momoni. C'est sous la chaleur torride que parents, amis et compagnons de lutte d'Amadou Ali Jibo Dimax sont restés figés à la devanture de la prison civile pour attendre la sortie de leur protégé qui a bénéficié de liberté avec sursis. Et c'est avec les poings levés en guise de victoire que le président du FRDDR quitte la prison civile où une foule l'attendait. Où d'ailleurs il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont assisté de cette épreuve. Je profite de vos antennes pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir montré ce jour où je suis à nouveau parmi vous. Je remercie tous les bons croyants du Niger qui n'ont cessé de prier pour moi, de Terra à Dilma, d'Arlit à Gaïa, pendant les séjours où j'étais tantôt à la PJ, tantôt à la prison, à la maison d'arrêt de Niamey. Je remercie donc Dieu, je remercie tous ces brillants avocats que vous avez vus, qui n'ont pas ménagé leur effort pour démontrer la vérité face au monde. Je remercie tous les camarades de lutte que vous êtes, qui sont autour de moi, qui n'ont cessé aussi de ménager leur effort pour qu'en fait la vérité éclate. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez vous-même vu que dans les différentes plaidoiries, la vérité était toute apparente et non pas cachée. Ces 3 semaines de détention n'ont pas permis de casser ma détermination à lutter pour la restauration de la démocratie, rétorque Max. Suite aux décisions de condamnation que vous avez vous-même vues, ceci veut dire qu'on veut museler la démocratie. En me condamnant à 3 mois de sursis, cela voudrait dire que je suis condamné au silence pendant 3 mois. Mais c'est vraiment difficile de condamner quelqu'un comme moi et de le réduire au silence. C'est clair que la lutte ne fait que commencer. Le FRDDR veut dire Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République. Donc, il ne saurait être question que la lutte s'arrête aujourd'hui. Elle ne fait que commencer. Ils viennent juste de tirer le point de départ de la lutte. Et c'est à travers ce cortège que cette foule a jugé utile d'accompagner leur leader de la prison à son domicile. Voilà, je propose à présent de revenir sur les faits de la matinée, à savoir donc la suite du verdict prononcé par le juge au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il a donc décidé de condamner Amadou Jibo Ali Dimax à 3 mois de prison avec sursis. Une décision que son conseil d'avocats a bien évidemment décidé d'attaquer au niveau de la cour d'appel de Niamey. Le résumé toujours avec nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. 3 mois d'emprisonnement avec sursis, c'est le verdict prononcé par le président du tribunal à l'encontre du président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, Amadou Ali Jibo Dimax. Un verdict qui n'est guère apprécié par les avocats et d'ores et déjà il compte faire appel. A été condamné à 3 mois avec sursis après avoir déjà purgé 3 semaines de détention entre la police judiciaire et la prison civile de Niamey. Nous avons interjeté après cette décision. Nous ne sommes pas d'accord qu'un Nigérien, de surcroît chef de file de l'opposition, puisse être poursuivi pour une infraction politique au registre donc de l'atteinte à la sécurité de l'État.
D'autant plus que chacun a entendu que la preuve qui a été produite, c'est une clé USB tirée d'un élément téléphoné et semble-t-il ayant pour origine de base un message sur le WhatsApp qui n'est pas là, qui n'est qu'une application et qui n'est pas donc, je dirais, la propriété de Djibo Ali. Nous estimons donc que sur cette base-là, on ne peut pas condamner quelqu'un pour contrer l'État. Incitation au remerciement du pouvoir, cette accusation contre le président du FRDDR n'est pas fondée, estime son avocat tout en décrivant son client. Marx a dit, et ça a été dit à l'audience, qu'il est contre la violence. Que ceux qui détiennent la violence, ce sont ceux d'en face. Et qu'on n'a pas les moyens par rapport à la force de leur tenir tête. Qu'il faut revenir au moins logo, à savoir les manifestations, les cortèges, les meetings. Et il disait, pour terminer, qu'il s'agissait, par ces moyens, de faire partir Issoufou Mahamadou. La justice, ou du moins le tribunal, a tiré la conséquence que le fait de demander de faire partir Issoufou, c'est un complot donc, contre l'État. Et j'en déduis pour ma part que le fait de dire que c'est un complot contre l'État, c'est que la justice ou le tribunal a considéré que Issoufou Mahamadou a lui-même l'État nigérien. Donc l'État, ce n'est pas nous, l'État, c'est le chef de l'État. Et moi, je pense que cela n'est pas faisable. Une seule personne, la loi, elle est générale. Elle ne peut pas être faite pour une seule personne. Et une seule personne ne peut être ni l'État, ni l'institution ou l'incarnation des institutions qui concernent la justice, l'Assemblée et l'exécutif. Donc nous estimons que c'est une façon, je dirais, de faire prendre un raccourci, plus ou moins donner satisfaction à ceux qui ont mis Marx en prison, tout en sachant manifestement par une telle décision, n'est-ce pas, que l'infraction n'est vraiment pas assise. C'est pourquoi on lui a donné 3 mois aussi. On a fait appel et naturellement, lorsque nous faisons une lecture de cette décision, c'est manifestement pour faire arrêter, pour empêcher à Max Djibo Ali de faire encore une autre manifestation sous peine de tomber sous le coup de la récidive. C'est ça l'objectif. Avec le verdict, c'est la fin des va-et-vient d'Amadou Ali Djibo Dimax entre la prison civile de Niamey et le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, du moins dans cette affaire. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir sur cette affaire de la condamnation de M. Amadou Ali Djibo Dimax, le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, qui a donc été condamné pour 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Il était poursuivi, je le rappelle, pour proposition d'un complot visant à renverser le régime. Max quitte donc la prison et il laisse derrière lui, entre autres prisonniers, notre confrère du groupe de presse Bonferré, M. Baba Alpha Maman, avec son père, qui sont donc à leur 67e nuit de détention au niveau de cette prison. Ils sont poursuivis pour désormais faux et pour désormais donc usage de faux. Je rappelle que le procès de Baba Alpha et de son père dans cette affaire est prévu pour le 16 juin prochain. Courage, Baba, nous sommes de cœur avec toi. La suite de ce journal avec le traditionnel conseil pratique de Oustaz Ismaël Mohamed à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, il nous parle, entre autres œuvres utiles pendant ce mois béni de Ramadan, de la lecture du Coran. Je propose de le suivre. On se clostre, on fait du zikr, on lit le Coran. Pour ce mois, la meilleure façon d'exploiter le mois de Ramadan, c'est de faire un programme. C'est de faire un programme de façon générale et d'évaluer semaine par semaine. Je sais lire le Coran, alhamdulillah, combien de fois je me décide de lire le Coran, de parcourir le Coran. 1 fois, 2 fois, alhamdulillah. Et je m'évalue. Je vais faire combien de zikr, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je fais un programme. Parce que sans programmation, vous n'êtes pas compétitif. Et par exemple, c'est décidé, si par exemple je ne sais pas lire le Coran, je dis bon, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. À partir de ce mois-là, à partir d'aujourd'hui, je vais aller apprendre à lire le Coran. Et je prie Allah de m'aider, compte tenu des faveurs qu'il accepte, de m'aider à apprendre le Coran. Et à la fin du mois, vous allez évaluer et Allah va vous permettre de continuer jusqu'à ce que vraiment vous arriviez à lire le Coran. Parce que quelqu'un qui lit le Coran
a un avantage très important par rapport à celui qui ne le lit pas, et surtout si celui-là le lit, parce que le Coran a plus de 320 000 lettres, et chaque lettre que vous prononcez, vous avez 10 points qu'on vous en reste dans le carnet dont je faisais allusion. Voilà les conseils pratiques de Oustaz Ismaël Mohamed. Des faux vaccins contre la méningite au Niger, l'alerte a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. De son côté, le ministère nigérien de la santé publique a déjà dépêché des inspecteurs au niveau des différentes officines des produits pharmaceutiques pour enquêter. Je propose à cet effet de suivre le ministre de la santé publique, Dr Idi Ilyasu Menassara. Il y a une pharmacie de la place ici à Niamey qui a constaté dans ces lots de vaccins et ce genre de lot, ce genre de vaccins avec la même identification. Et heureusement, cette pharmacie a eu, en tout cas, à réagir comme le recommande le règlement sanitaire international, parce que c'est un professionnel, ce pharmacien. Cette pharmacie est gérée par un professionnel. Il a contacté directement cette firme-là. Et effectivement, la firme a confirmé que ce vaccin-là, c'est du vaccin falsifié, avec le nom du laboratoire, avec le numéro de lot, la fabrication 9-2014 et la production 9-2017. Et la lettre a été adressée à l'OMS. Et c'est en ce moment-là que l'OMS a donné l'alerte pour quand même informer la population qu'effectivement il y a la circulation de ce vaccin en Afrique de l'Ouest, dont le Niger. Pourquoi le Niger? Parce que c'est même ici que la personne qui a eu ce stock, et puisque généralement quand le produit passe, nous avons un laboratoire agréé de contrôle et que tous ces produits doivent passer par ce laboratoire pour être identifiés. Elle, étant du domaine, quand elle a vu le lot et déjà être au courant que ce lot, tout celui qui le voit, c'est pas le vrai vaccin. Et donc c'est elle-même qui a déclaré. Ça veut dire que c'est une personne qui est de très bonne volonté. C'est une personne en tout cas qui respecte l'éthique et la déontologie. Nous avons eu même à la féliciter et à la remercier pour ce geste. Et c'est ce qui nous a permis d'identifier donc ce vaccin, et on a essayé d'attirer l'attention de tous les professionnels de santé, de toutes les centrales d'approvisionnement en médicaments, surtout en vaccins, de toutes les pharmacies, de toutes les sources d'approvisionnement en vaccins, d'identifier à partir de ce lot. On a passé à la télé la photo du vaccin, le lot, l'identification, et on a demandé à toutes ces chaînes d'approvisionnement, une fois qu'ils sont en contact avec ce lot, même si c'est par hasard qu'ils se retrouvent dans leur contact, de contacter les services compétents. Et voilà, c'était donc le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Menassara, sur l'alerte donnée par l'Organisation mondiale de la santé sur la circulation de faux vaccins contre la méningite en Afrique de l'Ouest et notamment ici au Niger. Restons dans le secteur de la santé avec cet atelier organisé depuis ce matin par le réseau des organisations et associations du secteur de la santé, le ROASEN, un atelier de formation donc à l'intention des acteurs et partenaires sur le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination au Niger. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Abdelrazak Hamidou. De formation des acteurs, partenaires et des formateurs régionaux sur les techniques de communication et de plaidoyer en faveur de la vaccination fait partie d'une série d'activités entrant dans le cadre d'un partenariat entre l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le regroupement des ONG et associations du secteur santé du Niger. L'objectif fondamental de notre réunion ce matin, c'était de doter les ONG et les associations, en tout cas d'un certain nombre de compétences, d'expertise pour pouvoir les impliquer davantage. Cette formation, vous le savez, est suite à plusieurs autres formations. Nous avons eu dans cette salle à faire l'âge du ROASEN pour pouvoir présenter le projet qu'on se propose de faire avec Gavi Alliance. Et nous avons fait une série de réunions d'information au niveau du ministère de la Santé, plus précisément le 13 avril, pour informer par rapport au processus. Nous avons
3 activités qu'on a eu à contractualiser avec Gavi Alliance à travers le ministère de la Santé. La première activité, c'était l'activité de la journée parlementaire que nous avons eu à faire le 27 mai au Parlement à l'hémicycle et qui a été vraiment un succès. Ensuite, nous avons fait une réunion d'information le 31 mai pour l'ensemble des ONG associations du secteur de la santé et d'autres partenaires qui sont impliqués de près ou de loin dans le processus de la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cet atelier de formation des formateurs et le 8 au 9 aussi, nous allons faire un autre atelier. Ça, c'était pour la planification, pour la mise en œuvre des activités, tant au niveau des régions qu'au niveau de certains districts qui ont des problèmes. Un atelier de formation avec le concours du ministère de la Santé publique. Comme vous le savez, de toutes les interventions de santé publique, la vaccination est celle qui a le plus marqué l'humanité tout entière à cause de la grande envergure des activités y afférentes, mais aussi parce que c'est la plus importante à propos du coût efficace. Au cours de chaque campagne de vaccination, ce sont des milliers de villages, hameaux et groupements qui sont visités et des centaines de milliers d'enfants sont vaccinés chaque année pour prévenir la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les diarrhées et les infections pulmonaires à pneumocoque. Sans la vaccination, ces maladies tueuses auraient sans doute eu raison sur des milliers d'enfants dans notre pays. Pour les partenaires, cette formation tombe à point nommé. Cet atelier rentre dans le cadre d'abord d'une mobilisation de tout ce qui est organisation de la société civile dans le cadre de la réussite des vaccinations au Niger. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les docteurs, les médecins nous ont dit tout de suite que près de 30 millions d'enfants meurent pour manque de vaccination. Alors que dans certaines localités aujourd'hui, grâce aux médias, par exemple, les mères d'enfants, les papas des enfants maîtrisent le carnet vaccinal. Ils savent que quand l'enfant naît, de quel jour à quel jour, de quel mois à quel mois, il doit bénéficier de telle vaccination, de telle vaccination, de telle vaccination, de telle maladie. Et alors, donc il fallait mettre en contribution tout le monde. Tout ce qui est organisation de la société civile, tout ce qui est organisation des médias au Niger, de manière à ce que les gens puissent contribuer à cette information, sensibilisation. Et maintenant aussi au niveau des communautés, mettre en place des comités de suivi. Parce qu'il faut que les communautés s'impliquent. Il faut qu'ils soient aussi impliqués, de manière qu'ils puissent suivre eux-mêmes ce que c'est que l'organisation de ces vaccinations-là. Ainsi, durant 2 jours, ces formateurs régionaux, acteurs et partenaires seront formés sur le renforcement du système de santé et promotion de la vaccination au Niger. Rencontre ce matin de préparation de la prochaine édition du Sabre national, c'est le championnat national de lutte traditionnelle. La rencontre a regroupé le ministre de la Jeunesse et des Sports et les responsables de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, en l'absence bien sûr du président de la dite fédération, victime qui est donc suspendu plus tôt par le bureau exécutif de la dite fédération. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Certains individus à la solde du ministre de la Jeunesse et Sport. Quelques jours seulement après la suspension du président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, Abouba Ganda, par les autres membres du bureau, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré ce mardi le bureau de la dite fédération conduit par le vice-président Ali Amalam. Au centre de ces face-à-face entre responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et membres du bureau de la Fédération de lutte traditionnelle, la convocation de l'Assemblée générale et les préparatifs du prochain sabre national. Nous avons travaillé pour la refonte même du code de la lutte, comment l'améliorer. Ça c'est un, et puis le concours Sogolo pour donner la chance à d'autres chanteurs aussi de participer, n'est-ce pas, à la consolidation et à la vitalité de notre lutte traditionnelle pour concilier la modernisation de notre lutte à nos réalités culturelles qui nous sont chères. La prochaine édition du Sabre national, qui interviendra dans près de 7 mois, connaîtra certainement d'importantes innovations. Un comité a été mis à cet effet par le ministère. Il va réfléchir sur la question afin de faire des propositions au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Voilà, et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse de 3 syndicats du secteur de la jeunesse, de la culture et des sports. Un communiqué de presse ainsi libellé, le collectif des syndicats de la jeunesse, des sports et de la culture, profondément indigné par le climat délétère dans lequel est plongé plutôt le ministère de la jeunesse et des sports depuis les nominations et affectations du ministre Maman Kassou Mokhtar. Les cas les plus illustratifs sont le remplacement d'un inspecteur de la jeunesse et des sports par un soi-disant professeur d'enseignement secondaire à la direction d'exploitation du stade général Séni-Kounti de Niamey, qui est un poste hautement technique, et le cas du directeur de l'Académie des Arts qui a été remplacé malgré ses 32 ans d'expérience par un intrus. Le collectif des syndicats a voulu réagir en dénonçant ces aberrations par une déclaration, mais ils ont privilégié le dialogue avec les responsables du ministère, dialogue qui a abouti aux engagements ci-après de la part du ministre Maman Kassou Mokhtar. Il s'agit d'abord de l'arrêt immédiat de toutes les mises à disposition pour remplacer les cadres du ministère. Ensuite, de l'arrêt et l'annulation de toutes les affectations qui ne correspondent pas au profil post-emploi d'ici 2 mois à compter du 9 mai 2017 et procéder à leur remplacement par des cadres du ministère répondant aux critères. Le collectif des syndicats soucieux de la préservation des acquis des travailleurs, notamment la carrière, rassure ses militantes et militants qu'ils se réservent le droit d'user de tous les moyens légaux pour contrecarrer le plan machiavélique savamment orchestré par le ministre et d'autres responsables du ministère déjà identifiés pour écarter les cadres au profit d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le collectif des syndicats lance un appel pressant à toutes les militantes et militants de rester vigilants en vue de répondre aux éventuels mots d'ordre. Enfin, le collectif prend l'opinion nationale et internationale à témoin et rend le ministre Maman Kassou Mokhtar seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Ont signé les secrétaires généraux du syndicat Sinagex, Centragex et Sinaep. La suite de ce journal avec ce mécontentement de la Fédération nationale des personnes handicapées à travers un point de presse animé cet après-midi, point de presse dans lequel les responsables, le président notamment de la Fédération, a tenu à informer l'opinion nationale et internationale de la situation inquiétante que traversent depuis quelque temps les personnes handicapées au Niger. Je propose de suivre M. Alzouma Mega Idrissa, il est le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Parce que nous vous appelons pour vous dire que les autorités du Niger ont coupé l'herbe sous les pieds des personnes handicapées. Parce que en juillet, vers le 25 juillet 2015, on avait procédé à la suppression de la direction qui est en charge des questions du handicap. À 2 jours de la journée internationale, nous étions en plein dans les préparatifs de la journée nationale des personnes handicapées. On supprime la direction. Nous nous sommes rendus auprès du ministère de tutelle, nous avons discuté et promesse nous avait été faite que la direction sera réhabilitée. Certainement que ce serait une erreur qui s'est glissée dans le décret portant réorganisation du ministère de la Population. Et enfants de paix que nous sommes et croyants que nous sommes, nous avons pensé que ça ne sert à rien de nous jeter dans la rue ou de compliquer la tâche à nos autorités. Nous sommes dans une ère de droit. Une ère de droit qui dit droit dit que ce n'est plus la question de pitié, ce n'est plus la question de la mendicité, ce n'est plus la question de l'assistance. Et nous, on nous ramène à 1000 ans en arrière. Au moment où nous pavonnons partout dans le monde. Récemment, je suis revenu de l'Afrique centrale où nous sommes allés servir de facilitateurs pour qu'ils aient aussi une fédération à l'image de la Fédération de l'Afrique de l'Ouest. Au moment où partout dans le monde, la Fédération du Niger sert d'exemple pour les personnes handicapées du monde, nous, on nous dit non, vous êtes noyés dans les groupes vulnérables. Pire, on ne parle plus de droit, on nous amène à une question d'assistance, éternelle assistée. C'est pour cette raison que nous avons écrit au Premier ministre pour lui demander que nous, personnes handicapées du Niger, nous voudrions le rencontrer pour discuter des préoccupations des personnes handicapées. Et nous vous avons appelé pour que vous soyez les témoins de cette demande d'audience parce que c'est la énième du genre. Depuis 5 ans, nous avons écrit 2 demandes d'audience à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale. Nous avons écrit 2 demandes d'audience au président de la République. Et nous sommes à notre 5e demande d'audience
à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous prenons, vous journalistes, vous médias, nous vous prenons à témoin, nous prenons l'opinion nationale à témoin, nous prenons l'opinion internationale à témoin, que nous voudrions que nos voix soient entendues. Nous voudrions échanger sur les préoccupations des personnes handicapées. Nous voudrions échanger sur l'employabilité des personnes handicapées. Nous voudrions échanger sur le fonds qui devrait servir de soigner les personnes handicapées, d'assister les personnes handicapées, de garantir les droits des personnes handicapées. Nous voudrions nous asseoir autour d'une même table, en face des autorités du Niger, pour discuter de ces problèmes. Voilà, c'était donc le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées sur la situation que vivent cette catégorie de la population du Niger. Bientôt, un fonds national de climat au Niger, l'avant-projet de loi qui porte sa création ainsi que le rapport d'étude qui a été fait avant son élaboration sont en cours de validation depuis ce matin au cours d'un atelier. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Aboubakar Soleil et Asmaou Seydou. Amender et de valider le rapport d'étude et la mise à jour de la cartographie des acteurs. Amender et de valider la loi portant création du Fonds climat au Niger, son ancrage institutionnel et les mécanismes de son fonctionnement. Déterminer la suite à donner après validation de l'avant-projet de loi afin de son adoption définitive. Transmettre officiellement l'avant-projet de loi et le rapport d'étude validé au ministre en charge de l'environnement. Tel est l'objet de ce présent atelier. En effet, la mobilisation des ressources financières innovantes tant au niveau interne qu'externe est plus que jamais nécessaire pour une lutte durable contre les effets néfastes des changements climatiques et qui allie la construction de la résilience avec la lutte contre la pauvreté au Niger. C'est dans cette optique que la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable, avec l'appui financier de CARE Niger, à travers le programme Southern Voices et Adaptation Learning and Advocation Project, ALAP, a initié un projet visant le renforcement des capacités des acteurs du pays du Sud dans les actions de plaidoyer en vue de promouvoir les Joint Principal Adaptation, JPA ou principe commun d'adaptation, et l'apprentissage autour de l'adaptation à base communautaire. Convaincu que le succès de cette promotion n'est possible qu'avec un mécanisme de financement innovant et durable, la plateforme a lancé une campagne de plaidoyer pour la création d'un fonds climat Niger à travers une proposition de loi. Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable a saisi l'occasion pour faire le point sur le développement humain au Niger. Le Niger, qui est un pays à faible indice de développement humain, se doit dès lors faire face en plus à une contrainte climatique additionnelle. Celui-là risque d'annihiler les efforts structurels de développement et compromettre l'émergence nationale tant souhaitée par les autorités et par les populations nigériennes. Ce n'est pas un truisme de dire que le décollage économique ou encore l'émergence tant souhaitée seront atteints avec une prise en charge conséquente des impacts négatifs de variabilité et changement climatique. Vous conviendrez avec nous de la nécessité d'une démarche concertée et une approche multidisciplinaire pour aborder les questions de changement climatique du fait de leur complexité. La lutte contre les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques nécessite des contributions financières très importantes. Pour cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable se fera le devoir de vous marquer son engagement à porter la proposition de texte de loi initiée par la plateforme relativement à la création et l'opérationnalisation du Fonds national climat à l'instar des autres pays de la sous-région. Enfin, pour relever le défi des changements climatiques, d'une part, et d'autre part l'engagement concret et substantiel des pays africains, il faut contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. La directrice des opérations pour plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la Banque mondiale est en visite au Niger. Elle a mis à profit sa visite ce matin pour se rendre sur plusieurs sites, pour visiter donc plusieurs réalisations du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU, un projet qui est financé par la Banque mondiale. Elle était notamment sur des sites dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, dans le quartier Goudel précisément. Nafissa Hassan et Nasser Seydou nous résument ces visites. Cette visite
de la directrice des programmes pays de la Banque mondiale pour le Mali, la Guinée, le Niger et le Tchad, au niveau de la digue de Goudel et de la station de traitement des boues de vidange de Koubia, a pour objectif de voir l'état d'avancement des travaux des deux projets financés par la Banque mondiale en partenariat avec les autorités nigériennes. Deux projets pilotés par le projet de gestion des risques de catastrophe PGRC2U et le projet eau assainissement en milieu urbain PANU. L'objectif de la visite, c'est de venir avec les équipes et nous enquérir de l'avancée des travaux de ce projet qui est très important pour le gouvernement du Niger, et que nous soutenons. C'est le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, où nous essayons d'adresser les questions d'inondation, mais permettre aussi aux populations qui vivent de pouvoir procéder à leurs activités agricoles. Je pense que vous avez tous au courant des conséquences des inondations, et vous avez vu qu'avec les travaux qui ont déjà été effectués et ceux qui vont être effectués, ça va permettre de gérer ce que nous souhaitons et ce que nous comprenons sur un horizon de 100 ans au minimum, ces questions d'inondation. Donc pour nous, c'est très important que les populations qui vivent ici soient protégées de ces inondations et aussi et surtout qu'elles puissent vaquer à leurs occupations, des occupations de pastoralisme ou d'agriculture qui sont leurs moyens de subsistance. Donc c'était pour s'enquérir de l'avancée de ce projet. Des chantiers qui sont presque achevés car exécutés à hauteur de 80% selon les experts des deux projets. La directrice a choisi deux projets au Niger. Il s'agit de la digue des digues de protection de la ville de Niamey et de la station de traitement de boues de vidange. Donc ici nous sommes présentement au niveau de la digue de Goudel et comme vous l'avez vu, le chantier avance normalement. Nous sommes au dernier stade des travaux qui consiste au revêtement des talus amont et avant de la digue et à la finition des ouvrages de prise que nous avons visités. C'est des travaux financés par la Banque mondiale à la demande du gouvernement du Niger pour près de 2 milliards 400 millions. 2 milliards 43 millions, pardon. Et je disais tout à l'heure que c'est la première usine de traitement d'eau brute de la capitale du Niger. Nous n'en avions pas par le passé. C'est pour dire que souvent je blague avec mes copains en disant qu'à Niamey, de façon indirecte, tout le monde ne fait qu'à l'air libre parce que toutes les eaux que nous avons chez nous, dans nos ménages, sont enlevées par les camions-citernes et déversées dans la nature. Alors qu'on peut bien contrôler ça et le rentabiliser pour les biens de la communauté. La digue de protection de Goudel, longue de 4 km d'un coût de 1,850 milliard aura pour objectif de protéger directement 5200 ménages, soit environ 30 000 personnes contre les inondations au niveau des quartiers de Lossabungu, Goudel et Gabgoura. Quant à la station de traitement des boues de vidange financée à hauteur de 2 milliards 43 millions, desservira 400 000 habitants dans la ville de Niamey. Et c'est ici que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne rupture et bonne suite des programmes sur la télévision La Bari.